Alors, je suis désolé, il y a un petit problème de mise en page sur la première diapo. Le titre de la présentation, c'est pas Cassini tout seul, hein, c'est la lumière céleste de Cassini. Alors, notre histoire commence par une petite publication dans un journal du XVIIe siècle qui s'appelle le Journal des Savants, avec savant SCCDIAVNS. Cette petite présentation, enfin, cette petite publication nous dit que on a un nouveau phénomène rare et singulier, une lumière céleste qui est apparue au commencement du printemps de cette année 1683. Le printemps de cette année 1683 a commencé par un spectacle des plus rares qu'on ait observé dans le ciel. Monsieur Cassini nous le décrit en ces termes. Non, c'est pas le même. Alors, quand on regarde un petit peu cet article-là, on pourrait se dire, bah, ça fait un peu titre raconneur, accrocheur, style France Dimanche, hein, Michel Drucker, il va mourir. Bon. Alors ça date de 2018, Michel Drucker est toujours là. Alors bien entendu, il n'y a pas de liaison entre Michel Drucker et le nouveau phénomène rare et singulier, bien que Michel Drucker soit lui seul un phénomène rare et singulier. Alors, on va s'intéresser quand même un petit peu plus à deux choses. Premièrement, à ce fameux monsieur Cassini, là, qui est cité dans cet article, et à cette publication qui s'appelle donc le Journal des Savants. Monsieur Cassini, en fait, c'est Jean-Dominique Cassini, Giovanni Domenico Cassini, dit Cassini Ier, parce qu'on va voir après qu'il a été l'origine d'une grande famille. Il est né en 1625 et mort en 1712. C'était un astronome et mathématicien qui était originaire de Savoie. Et à l'époque, la Savoie appartenait à l'Italie. Donc il a essentiellement mené la première partie de sa carrière en Italie, notamment à Bologne. Et il a été attiré en France par Colbert en 1669, où il s'est fait naturaliser français. Et en 1673, il a été reçu membre de l'Académie des sciences et a été nommé premier directeur de l'Observatoire de Paris. Je pense que c'est par rapport à cette fonction que vous le connaissez un petit peu. Alors, c'était donc l'astronome royal, premier directeur de l'Observatoire de Paris, et lui et ses descendants tiendront la direction de l'Observatoire de Paris pendant 125 ans. Alors, si ça, c'est pas du népotisme, ah, je pense que ça vous rappelle quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Alors, la lignée de Cassini, bah, donc Jean-Dominique Cassini, hein, dit Cassini Ier, dont on parle dans cette publication, a eu un fils, Jacques Cassini, qui est dit Cassini II, qui a été également directeur de l'Observatoire de Paris. Lui-même a eu un fils, César-François Cassini, Cassini III, également directeur de l'Observatoire de Paris, et qui lui-même a eu un fils, Jean-Dominique Cassini, hein, en référence à son nom. Comment? Les perruques diminuent avec le temps. Il y a un attribut qui s'estompe avec. Alors, je pense que vous connaissez tous les cartes, les fameuses cartes de Cassini et la projection de Cassini, hein, qui sont qui est une projection particulière stéréographique en géographie. Alors, les cartes de Cassini, c'est César-François Cassini et son fils, hein, Jean-Dominique Cassini. Ce sont eux qui étaient plutôt des géographes qui ont participé à l'élaboration de ces cartes. Donc voilà pour notre fameux monsieur Cassini. On va parler un petit peu de ce fameux journal des savants maintenant, avant d'aller plus loin. La division de Cassini. La division de Cassini, c'est Jean-Dominique Cassini. C'est Cassini Ier. C'est lui qui l'a observé en premier. Alors, ce journal des savants, il a été fondé en 1665 par Denis de Salo, qui était conseiller au Parlement de Paris, sous le patronage de Colbert. Hein, donc, c'est pas, enfin voilà, c'est pas France Dimanche. Hein, c'est une vraie revue, la première vraie revue scientifique de l'époque. Hein. Ça a été un hebdomadaire irrégulier jusqu'en 1723, mensuel jusqu'en 1792, et puis à la Révolution française, terminé, supprimé, merci, au revoir. Alors, il a été rétabli et rebaptisé Journal des savants avec l'orthographe qu'on connaît aujourd'hui, hein, en 1816. Et depuis 1908, il est semestriel et il existe toujours. Il est toujours publié à ce jour, semestriellement, 2 fois par an. Alors, pour ceux que ça intéresse éventuellement d'aller faire un petit peu d'histoire des sciences, il est disponible sur Gallica de 1665 à 1954. Donc, il y a le lien qui est indiqué ici en bas pour pouvoir accéder à la page. Alors, donc dans ce fameux article de 1683, Cassini donc décrit l'apparition de cette fameuse lumière qu'il appelle une lumière céleste,
et qu'il a vu poindre au crépuscule sur l'horizon ouest au printemps. Alors Cassini s'arrête pas là, il va récidiver en 1693 en allant faire une nouvelle publication, qui n'est pas dans le Journal des Savants cette fois-ci, hein, qui est une publication unique, découverte de la lumière céleste qui paroie dans le zodiaque. Et donc ça a été publié en 1693. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette lumière, la description que Cassini en fait, elle est extrêmement bien documentée. Il donne beaucoup d'informations géométriques sur cette luminosité, son déplacement annuel. Il donne des extensions en degrés par rapport au Soleil. Il donne des éclairs angulaires entre le plan de l'écliptique et entre le plan de symétrie et la lueur de la lueur et l'écliptique. Et donc, c'est vraiment la première, on peut dire, description scientifique à proprement parler qu'on va avoir sur cette luminosité, sur cette lumière céleste. Et à son époque, on peut allumer la pollution. Voilà, c'est ça. À son époque, il n'y avait pas de pollution. Alors, on va en discuter un petit peu après de la pollution lumineuse. Et il fait également des hypothèses sur l'origine de ce phénomène, parce que, a priori, lui, il dit c'est bizarre, personne ne l'a jamais vu auparavant, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon. Et il se dit, bah, tout compte fait, cette luminosité, elle est à peu près équivalente à celle de la queue des comètes, et donc ça doit avoir un rapport avec les comètes. Et donc, lui, bah, il fait l'hypothèse que cette luminosité viendrait d'un nuage de particules, un nuage de matière aplati, diffusant mieux la lumière pour une ligne de visée se rapprochant du Soleil. À l'époque, il imagine qu'il y a effectivement un disque de matière là, qui réfléchit la lumière du Soleil et qui est à l'origine de cette luminosité. Et il en fait même des schémas, hein, très très bien faits, hein. Donc avec cette espèce de cône lumineux là, hein, juste après le coucher du Soleil, hein, au printemps. Et il remarque même que on arrive à la voir un petit peu même au matin, le critique est orienté dans l'autre sens, relativement rasant, hein, à cette période-là. Euh, donc il la dessine même ici au matin. Bon, faire du suspense, vous l'avez tous compris, hein, cette lumière céleste de Cassini, c'est la lumière zodiacale. Alors on peut se poser la question, la lumière zodiacale, bon, on la connaît tous, hein, ça fait 250 ans, 300 ans depuis Cassini maintenant qu'elle est observée. On peut se poser la question, étant donné qu'elle est là, elle devait être là avant Cassini aussi. Or, Cassini, c'est quand même visiblement le premier à la décrire. Alors, quand on regarde un petit peu avant Cassini, bon, déjà la lumière zodiacale, et on va en reparler après, c'est un phénomène lumineux qu'on rencontre, enfin qu'on visualise bien, surtout sous les tropiques, hein, entre les deux tropiques. Et le problème, c'est de se dire, mais avant Cassini, du coup, est-ce que quelqu'un avait vu quelque chose? Alors, Alif Cassini, dans sa description, en fait, on pourrait avoir l'impression que ce phénomène est nouveau. Pourtant, de nos jours, on connaît bien le phénomène et on se doute qu'il devait exister forcément aussi avant Cassini. Alors, il y a des traces hein, d'observations possibles par les Égyptiens. Ils ont fait des dessins montrant des espèces de triangles, tantôt relativement droits, tantôt couchés sur l'horizon. Donc, c'est certainement des observations de la lumière zodiacale. Les Grecs anciens aussi, notamment Diodorus Siculus, Diodore de Sicile, qui était historien, hein, qui, dans sa description de l'Arabie, donne une description d'une espèce de colonne lumineuse qu'il aurait aperçue avant le lever du soleil. Donc ça colle bien aussi avec la lumière zodiacale. Les Romains, alors chez les Romains, il y a aussi de nombreux auteurs qui décrivent ce qu'on appelle des poutres ardentes, notamment Nicéphore en 410, hein, au moment où il décrit la prise de Rome par Alaric. Ben, il décrit que cette prise de Rome s'est faite au moment où on observait à l'aube une poutre ardente dans le ciel. Quand on va regarder un petit peu les écrits des Arabes, au Moyen Âge, on se rend compte que la lumière zodiacale est connue et nommée. Alors eux, ils l'appellent la fausse aube, c'est-à-dire qu'elle paraît avant l'aube, mais dont la luminosité n'est pas équivalente à celle de l'aube. Alors, Jacques Chardin, visiblement, en est informé par les Perses hein, également. Alors ça, c'est cité par Cassini hein, dans le Journal des Savants et dans son écrit 1680, 1693. Donc il cite Jacques Chardin, hein, qui était un... Alors Jacques Chardin, c'était un chevalier, c'était un voyageur en fait, hein, qui a fait pas mal de voyages au Moyen-Orient chez les Perses. Alors, petite anecdote, un peu avant Cassini, alors que ça, Cassini ne le cite pas, peut-être qu'il n'en avait pas connaissance. Il y a un certain Childry, qui est chapelain de Lord Henry Somerset, et qui décrit ce qui ressemble très fort à la lumière zodiacale, et il a décrit en 1659.
Donc ça veut dire quand même 24 ans avant Cassini. Donc même si on donne, historiquement parlant, la paternité de la découverte de la lumière zodiacale à Cassini, visiblement c'était déjà connu avant, mais disons que Cassini a été le premier à en faire une description réellement scientifique. Lui, avant, il publié. Comment? Il a été publié comme Non, pas du tout. Non, 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 non. C'est des données qui sortent d'écrits de journaux, etc. Alors, il y a une citation de Cassini qui est quand même assez sympathique. Les nouvelles découvertes ne sont pas si considérables dans leur commencement qu'elles le deviennent dans la suite. La continuation des observations est ce qui les perfectionne et ce qui en fait connoistre la grandeur et les conséquences. Et vous allez voir que la lumière zodiacale, eh ben, il y en a eu des gars qui ont travaillé dessus. Alors, au XVIIe et au XVIIIe siècle, les observations et les descriptions de la lumière zodiacale deviennent assez classiques et habituelles en raison de l'absence de pollution lumineuse. Effectivement, à cette époque-là, la lumière zodiacale, c'est une lumière qui est extrêmement faible, ténue. Et donc, si on a un minimum de pollution lumineuse, on ne voit absolument rien. Donc, à cette époque-là, effectivement, les gens avaient quand même la possibilité de l'observer relativement facilement. Et donc, forcément, bah, il y a des descriptions qui en ont été faites. Alors, à la suite de Cassini, Jean-Jacques Dortous de Méran, qui était un physicien, hein, également travaillé sur la lumière zodiacale, et il en a émis l'hypothèse que cette matière qui réfléchit les rayons du Soleil, eh ben, pourrait être liée à l'atmosphère du Soleil. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Jean-Marie, déjà à cette époque-là, il y a ces intuitions que cette lumière zodiacale, elle est liée à de la matière qui va réfléchir la lumière du Soleil. À cette époque-là, il n'y a quasiment pas de moyens d'investigation. Donc les gars, ils sont quand même assez balèzes de se dire, ouais, ok, on sait ce que c'est de la matière, ça réfléchit le soleil. Enfin, vu le dessin de Cassini qu'on a vu tout à l'heure, Oui, on voit bien que c'est un prolongement. oui, exactement. Le fait que le plan de symétrie soit dans l'axe de l'écliptique, forcément, tout de suite, ils ont l'intuition géniale mais logique que c'est lié au soleil. Alors, on retrouve également des descriptions de la lumière zodiacale dans la littérature, hein. Edgar Allan Poe, en 1835, dans Aventure sans pareil d'un certain Hans Pfaall. Alors, pour la petite histoire, ça a été traduit en français par Charles Baudelaire, hein, cette nouvelle-là. Il écrit ceci: le phénomène qui affecte la forme lenticulaire et qu'on appelle la lumière zodiacale était aussi un point digne d'attention. Cette lumière si visible sous les tropiques et qu'il est impossible de prendre pour une lumière météoritique quelconque s'élève obliquement de l'horizon et suit généralement la ligne de l'équateur du Soleil. Quand même une volonté d'avoir une certaine précision scientifique, ce qu'on peut louer. Alors, au XVIIIe siècle, et ensuite au XIXe siècle, on va également avoir une époque de grandes explorations, de grandes découvertes. Et particulièrement, on a un Allemand qui s'appelle Alexander von Humboldt, qui au XIXe siècle va faire, enfin à cheval sur le XIXe et le XVIIIe, va faire un voyage en Amérique centrale euh, pour, euh, pour explorer de manière scientifique, pour aller décrire les nouvelles espèces de plantes, etc. Et Alexander von Humboldt va, pendant ses voyages, identifier un phénomène qui n'est pas la lumière zodiacale. Alors tout ça, c'est rapporté dans les carnets de ses voyages, hein, donc ça s'appelle Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent. Alors c'est en 13 tomes, hein, c'est disponible sur Gallica aussi si vous vous emmerdez pour les longues soirées d'hiver, ça peut être sympathique. Et donc von Humboldt va décrire un phénomène, donc qui n'est pas la lumière zodiacale, qui se trouve assez haut dans le ciel, opposé à la direction du Soleil, et qui a une luminosité équivalente, identique à la lumière zodiacale. Et comme c'est opposé à la lumière, à la direction du Soleil, eh ben en allemand, il va appeler ça le Gegenschein, qui veut dire contre le Soleil, à l'encontre de la luminosité solaire. Alors, il va écrire également un livre, ce monsieur Humboldt, qui s'appelle Cosmos, un petit peu plus tard, au XIXe siècle, et où il reprend une description de ce Gegenschein. Alors, pour la petite histoire, ce Gegenschein, en fait, bah, apparemment, il aurait déjà été observé en 1731 par un astronome français du sud de la France, de Marseille, qui s'appelait Esprit Pézenas. Comment? Non, non, Marseille.
Alors, le Gegenschein, c'est un phénomène qui va être étudié ensuite par notre astronome qui s'appelle Theodor Borsen. Donc, qui, lui est danois au cours du 19e siècle. Et lui, il est surtout connu pour la découverte de comètes. C'était un chasseur de comètes. Mais en Oui. 1854, Borsen va publier les premières études approfondies sur le Gegenschein et sur la lumière zodiacale. Et il va être capable d'expliquer déjà à ce moment-là le phénomène en disant que c'est certainement une rétrodiffusion de la lumière solaire sur des poussières qui sont au-delà de l'orbite terrestre, et donc que ça nous est renvoyé. Alors, Brorsen, c'est aussi le premier qui a découvert que la lumière zodiacale peut couvrir la totalité du ciel. Parce qu'auparavant, c'était décrit comme un cône, hein, près de l'horizon. Et en fait, on se rend compte, et on le voit bien sur cette photo-là, que en fait, la lumière zodiacale, elle fait plutôt une bande, hein, qui est écartée de 5 à 15 degrés à peu près le long de l'écliptique, avec donc proche de l'horizon quand il est visible, quand elle est visible la lumière zodiacale, et de l'autre côté, qu'on voit ici, le Gegenschein. Alors ça, c'est une superbe photo qui a été faite au Chili, à La Silla. Alors forcément, on est sous des latitudes tropiques, hein. Donc avec la lumière zodiacale ici, proche de l'horizon. Et on retrouve ici, vraiment à l'opposé de la direction du Soleil, hein, qui est sous l'horizon, ici le Gegenschein. Et on voit très très bien ce pont zodiacal là qui couvre l'ensemble de l'éclipse. Superbe, hein, cette photo. On voit d'ailleurs les planètes qui font. Oui, oui, oui. Ça, a priori, c'est de ce que j'avais vu sur la photo, il me semble que c'est Vénus. Alors, comment on peut l'observer, cette lumière zodiacale? Parce que là, on a fait un peu d'historique, mais l'idéal, ça serait que nous, on puisse la voir de nos yeux. Et alors là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est une luminosité très faible, très ténue. Il faut absolument une nuit sans lune. Dès qu'il y a un peu de lumière parasite, c'est terminé, vous ne pouvez pas la voir. La lumière, elle est complètement éclipsée par la luminosité de la Lune. Il faut un lieu d'observation qui soit dénué de toute pollution lumineuse avec un ciel de qualité. Grosso modo, c'est Bortle 1, Bortle 2, hein. Au-delà, c'est pas la peine. La bande zodiacale, donc, elle fait 5 à 10 degrés, elle est centrée sur l'écliptique. À l'œil nu, c'est compliqué de l'observer. Alors, on peut avoir quand même une élongation de la lumière zodiacale, hein, par rapport au Soleil qui peut atteindre de 60 à 100 degrés. Donc, ça peut être quand même assez étendu Il par faut que le rapport au Soleil. soleil soit relativement bas. Ouais, alors, la période de meilleure visibilité sous nos latitudes, en fait, bah, il faut réunir quelques conditions. Déjà, il faut que ça soit le moment de l'année où le soleil va descendre le plus vite sous l'horizon. Parce que l'objectif, c'est de ne pas être embêté par les lumières de l'aube ou du crépuscule. Donc, si il faut que l'écliptique donc soit le plus possible orthogonal par rapport à l'horizon. Et les moments de l'année sous notre latitude où on obtient ça, c'est au moment des équinoxes. Équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, grosso modo. Même plutôt fin de l'hiver, fin février, début mars, on a aussi une période qui est relativement favorable. Parce que là aussi, il faut que le crépuscule soit le plus rapide possible. Donc plus on va être orthogonal, plus le soleil descend vite. Si on a un écliptique qui est complètement comme ça, le soleil met du temps à descendre pour arriver à une nuit suffisamment sombre pour qu'on puisse observer la nuit. Donc, grosso modo, c'est le crépuscule au moment du printemps, au moment de l'équinoxe de printemps, et l'aube au moment de l'équinoxe d'automne. Euh, il faut savoir que le soleil la luminosité du soleil va, même s'il est sous l'horizon, éclipser la lumière zodiacale sur une distance d'à peu près 30 degrés. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il faut que le soleil descende vite pour qu'elle puisse être observée. Et on peut donner une valeur de magnitude à peu près. Non, c'est trop ténu. Parce que la Voie lactée, c'est à peu près 4. C'est moins marqué que la Voie lactée. Oui, bien sûr, oui. Ça dépend où, hein. Ça dépend où. Oui, ça dépend où. Parce que moi, j'ai souvenir d'avoir observé la lumière zodiacale dans le désert du Ténéré. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup Bah, si on descend en latitude, plus puissante. voilà. Si on descend en latitude, si on a un ciel bien noir, etc., Et effectivement, c'est la très lumière visible. zodiacale, sur le fond de sable, puisque c'est quelque chose d'uniforme, elle porte une lumière. Ouais. Donc, c'était magnitude 5, 6. Voire même un peu plus brillant que ça pour la zone la plus dense, hein. En fait, il y a une répartition de brillance, on va en parler après, hein, forcément, hein, les zones les plus brillantes, ce sont celles qui sont le plus proches du Soleil, hein, puisque c'est lié à une densité de matière, hein, donc,
Donc au moment des équinoxes, ça on l'a dit. Donc autour de l'équinoxe de printemps le soir, 1 heure, 1 h 30 après le coucher du soleil, et autour de l'équinoxe d'automne le matin, de 1 heure à 1 h 30 avant le lever du soleil. Alors sur le globe, hein, la meilleure zone pour l'observer, ce sont les zones où l'écliptique est le plus perpendiculaire à l'horizon. Donc c'est-à-dire entre les tropiques, hein. Parce qu'entre les tropiques, 2 fois dans l'année, le soleil passe pile poil à 90 degrés au zénith. Donc ça veut dire que l'écliptique tombe boum, orthogonal par rapport à l'horizon. D'accord. Mais l'IA, c'est l'équateur, ce plateau des c'est l'équateur. Oui, oui, c'est la météo, hein. Pour la petite histoire, à l'ESO, à l'observatoire au Chili, en fait, ils ont très peu de belles nuits. Mais les belles nuits qu'ils ont, ils ont une stabilité de ciel qui est exceptionnelle. Ils ont beaucoup moins de belles nuits qu'au Mauna Kea, par exemple. Alors, d'où vient cette lumière? Eh ben, l'hypothèse de Cassini révèle quand même une troublante clairvoyance, hein. Alors, si on lit un petit peu son texte, effectivement, ben, il cite carrément qu'il y a effectivement de la matière, hein, sur laquelle la lumière est réfléchie. Alors, la distance, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'à cette époque-là, on n'a pas encore une très bonne connaissance de l'univers. Et donc, bah, il dit, voilà, cette matière, elle doit être au niveau de la sphère des fixes, hein, au niveau des étoiles, au-delà des planètes. Là, c'est pas forcément pas très très clair. Il faut quand même attendre la seconde moitié du 19e siècle et les premières études spectroscopiques et polarimétriques de la lumière pour faire avancer un petit peu la compréhension du phénomène. Alors, il y a une étude de 1874 d'un certain monsieur Wright, Arthur W. Wright, qui, lui, va d'une part réaliser un spectre de la lumière zodiacale et il va se rendre compte que on a un spectre continu avec les rites Fraunhofer, exactement le même que celui du Soleil. Donc, il confirme par là même qu'il s'agit bien d'une réflexion de la lumière solaire. Et il va également faire des études polarimétriques. Alors, ce petit papier est un bijou de science expérimentale. Je vais vous expliquer rapidement. En fait, il part du principe que si c'est de la lumière qui est réfléchie par de la matière, elle doit être en partie polarisée. Quand la lumière, on va voir après ce que c'est que la polarisation, mais quand la lumière est réfléchie, elle se polarise. Et il a fait des études sur différents minéraux pour évaluer le degré de polarisation de la matière. Et il s'est rendu compte que les silicates, notamment les grandes familles des silicates, donnaient un degré de polarisation qui était équivalent à celui de la lumière zodiacale. Ça, c'est absolument formidable. Donc, je vous conseille, on le trouve très facilement sur Internet. Je vous conseille la lecture, c'est en anglais, il n'y a pas de traduction française malheureusement, mais c'est un bijou de science expérimentale, c'est formidable. Alors, la polarisation de la lumière, c'est quoi? La polarisation de la lumière, c'est une propriété de la lumière dans sa modélisation ondulatoire. Donc, dans le modèle ondulatoire de la lumière, je pense que vous savez, hein, la lumière est une oscillation d'un champ électrique qui se propage avec une oscillation à 90 degrés d'un champ magnétique. Jusque-là, vous me suivez? C'est là où je vais commencer à vous perdre, je pense. Alors, je vais ralentir un peu. Une source de lumière continue, comme le Soleil, va envoyer des ondes lumineuses qui ne sont pas polarisées. C'est-à-dire que l'orientation du champ électrique peut être comme ça, 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 dans tous les sens. D'accord? La polarisation de la lumière, c'est quoi? C'est, par certains phénomènes, le fait que la direction de propagation du champ électrique va se retrouver fixée dans une seule direction. Alors, je vais passer les détails pour les puristes. Il y a des polarisations linéaires, elliptiques, circulaires, etc. C'est le En principe du l'occurrence, laser? comment? Non, non, non. Non, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Donc, là, en l'occurrence, on sait que la réflexion, le phénomène de réflexion, qui a été décrit par Descartes, hein, va polariser la lumière. Alors, il ne va pas le polariser complètement, de manière plus ou moins importante, mais on va la polariser partiellement. C'est-à-dire qu'on va donner à l'orientation du champ électrique une direction préférentielle. Voilà. C'est ça la polarisation. Alors, il y a plein d'applications pratiques, hein, pour éliminer les reflets, etc. Mais en l'occurrence, quand on a une réflexion sur une surface réfléchissante, ici, eh bien, le rayon réfléchi va être polarisé partiellement quand il a un angle d'incidence quelconque, on va dire. Par contre,
il existe une situation particulière où, avec un certain angle d'incidence, qu'on appelle IB, l'angle de Brewster, le rayon réfléchi, ici, va avoir une direction orthogonale avec le rayon qui est transmis. Donc on est à angle droit. Et quand on a cet angle-là, le rayon réfléchi a une polarisation qui est quasiment complète. Ça, c'est mis à profit dans certains appareils, notamment un hélioscope, ici, un prisme de Herschel, un petit peu particulier, qui est fabriqué par Lacerta. Pour ceux qui avaient suivi, j'en avais parlé un petit peu quand j'avais fait la présentation sur les techniques d'observation du Soleil. Donc c'est un prisme de Herschel qui n'est pas à 90 degrés, hein, qui a ce qu'on appelle un angle de Brewster, et qui va polariser complètement la lumière du Soleil. Donc ça peut être intéressant. Et cet angle de Brewster, on peut le calculer hein, mathématiquement. Il se calcule par arc tangente de N2 sur N1. N2 sur N1, c'est les indices des différents milieux. Donc quand on passe du premier milieu au deuxième milieu. Alors, de la matière interplanétaire, ok, mais qu'est-ce que c'est, où elle est, comment elle se répartit, est-ce que c'est homogène, pas homogène, etc. C'était très bien d'avoir montré que c'était bien une réflexion sur de la matière, mais encore faut-il essayer de comprendre où elle est. Alors, l'histoire se poursuit par une invention au début du XXe siècle par Bernard Lyot d'un appareil qui s'appelle le coronographe. Le coronographe, vous connaissez tous le principe, hein, on crée une éclipse artificielle, donc on occulte le disque du Soleil pour pouvoir observer la couronne. La couronne, c'est cette fameuse atmosphère solaire, c'est la partie la plus éloignée de l'atmosphère du Soleil. Je peux aller très très loin, on va voir après. Et cette couronne a été observable jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce moment-là, que lors des éclipses, et pendant une durée relativement courte. Donc, elle a été très très mal connue, cette couronne, pendant très longtemps. Jusque dans les années 50-60, on la connaissait très très mal. C'est avec l'apparition du coronographe qu'on a commencé à pouvoir étudier la couronne solaire. Alors, la mise en évidence de cette couronne, et notamment d'une partie de la couronne qui est relativement éloignée du Soleil par coronographie, a permis de comprendre que il y avait une espèce de continuité, en fait, il y avait de la matière autour du Soleil, et dans cette couronne, il y a une partie très à l'extérieur qu'on appelle la couronne F, alors qui s'appelle F parce qu'elle fait référence à Fraunhofer, ou aussi fausse couronne, et que cette fausse couronne, cette couronne F, qui est très éloignée du Soleil, hein, puisqu'elle peut aller de 1,1 million de kilomètres jusqu'à 5 millions de kilomètres au-dessus de la photosphère, donc c'est très très éloigné du Soleil, et ben on s'est rendu compte qu'elle avait des propriétés un petit peu particulières. La couronne, la basse couronne, la couronne K, elle, quand on fait un spectre sur la couronne K, c'est un spectre continu. Pourquoi? Parce que, alors, cette couronne K, c'est celle qui a une très très haute température hein, par rapport à la photosphère. Et en fait, comme l'émission de lumière de cette couronne se fait parce que le gaz qui la constitue est excité par la lumière qui vient de la photosphère, eh bien, on a une émission qui est continue. Les raies de Fraunhofer, les raies d'absorption, elles disparaissent. Un spectre sans raies. Et quand on observe la couronne F, quand on fait un spectre sur la couronne F, elles reviennent. Et c'est pour ça qu'on l'appelait couronne F pour Fraunhofer. Alors là, au début, on n'a pas tout compris. Puis on s'est dit, ah bah zut, là c'est peut-être comme la lumière zodiacale en fait. C'est peut-être que dans cette fameuse couronne F, en plus du gaz, on a de la poussière. Et effectivement, des études infrarouges qui ont été réalisées dans les années 60 ont permis de montrer qu'il y avait présence de poussière interplanétaire, du milieu interplanétaire qui était attiré par le Soleil et qui venait se concentrer dans cette couronne F. Et de là, on s'est rendu compte que cette couronne F était en continuité avec la lumière zodiacale. Ça a été montré par Blackwell de l'université de Cambridge en 1955. Alors, ça c'est juste deux petits diagrammes pour vous montrer deux choses, hein, que la couronne F, elle s'étend très 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 loin avec une brillance qui diminue progressivement hein, par rapport à la couronne K, hein, qui est la couronne principale du Soleil, hein, qui est juste ici autour. On voit très bien sur les photos, hein, d'ailleurs même sur les photos que Philippe fait d'éclipses, on voit ces grandes extensions de couronne hein, qui vont très 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 loin. À savoir pourquoi il y a une haute température dans la... On sait toujours pas. On sait toujours pas. Il y a des modèles, il y a des hypothèses, il y a des suspicions, mais
C'est très Les probable. expressions magnétiques, et voilà, c'est plus chaud que la troposphère, c'est complètement. Les micro-ondes. je crois. Ça fait un peu ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est des accélérations de particules, en fait. Ah, mais il n'y a pas de modèle vraiment. Non, il n'y a pas de modèle vraiment pertinent. La température pour le froid. Alors, ouais, je l'ai pas. Là, c'est une échelle logarithmique, hein, donc c'est une échelle dégressive logarithmique. De tête, je peux pas les donner. J'ai pas de données précises de température dans la couronne F. On peut les retrouver on peut les retrouver sur Internet, dans la littérature. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, quand on regarde un petit peu la décroissance de brillance de la lumière zodiacale ici et la couronne F, ici, là, on se rend compte qu'on est vraiment dans la continuité. Donc là, on commence à avoir. C'est-à-dire que dans la couronne proche du Soleil, s'il y a des silicates présents là-dedans, ils sont tellement portés à haute température que c'est plus des poussières. Oui, c'est plus des poussières. C'est volatilisé. C'est vraiment gazeux. Justement, il faut connaître la température. Oui, alors dans la couronne F, on diminue fortement quand même. Hein, la couronne K, c'est le maximum, puis après ça diminue. Parce que K, ça monte à 1,5 Oui, à 1 degré à peu près. Et j'ai pas de diagramme et j'ai pas les données en tête, donc je vais pas dire de bêtises, mais on peut les retrouver facilement. Alors, le nuage zodiacal, bah, du coup, à partir des années 50-60, ouais. Récemment, il y a eu des sondes qui sont allés près du Soleil. Oui, j'en parlais à la fin. Oui, j'en parlais à la fin. Par cœur, notamment. Alors, donc à partir des années 50-60, on commence de fait à avoir une très bonne vision de ce qu'est le nuage zodiacal, et c'est ce fameux nuage de particules, de poussière, qui va, en reflétant la lumière du Soleil, provoquer sur Terre l'apparition de la lumière zodiacale. Donc, de nombreuses études ont été réalisées au 19e au 20e siècle sur la brillance de la lumière zodiacale, sur son spectre, sur sa polarisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, les puristes, vous pouvez retrouver ça sur Internet sans aucun problème. Il y en a des milliers, c'est énorme. Il y a eu énormément de travaux réalisés sur la lumière zodiacale et le milieu interplanétaire. Depuis les années 70, on a en plus la participation de données qui sont issues de sondes, notamment les sondes Helios 1 et 2 et les sondes Pioneer 10 et 11, qui nous ont donné beaucoup d'informations, notamment sur ce qui se passe après la Terre, derrière la Terre. Alors, de toutes ces études, j'en ai fait une petite synthèse pour vous donner les informations. On peut déduire que la forme du nuage zodiacal est celle d'une lentille qui est centrée sur le Soleil, approximativement. Le plan de symétrie de la lentille, c'est l'écliptique. La brillance diminue en R à la puissance moins 2,3, donc c'est des croissances exponentielles, jusque une unité astronomique, donc jusque la Terre. Et au-delà de la Terre, elle diminue en R puissance moins 2,5, plus ou moins 0,2. Donc c'est à peu près équivalent. À peu près équivalent. Alors le R, c'est la distance, c'est le rayon, hein, c'est la distance au Soleil, hein, tout simplement. Donc au-delà de l'UA, on a quand même une décroissance qui s'accélère un petit peu et cette brillance devient indétectable au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Donc après la ceinture d'astéroïdes, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Oui. Il n'y a plus rien de ce qui nous intéresse. Alors, les études qui ont été faites depuis l'espace au cours des années 70 et 80, elles ont permis aussi de préciser l'origine du Gegenschein. Alors ça, c'est intéressant. Ça a été fait suite à la récupération des données de Pioneer 10, si mes souvenirs sont bons. Et donc, on a mis en évidence qu'effectivement, le Gegenschein était lié à une rétrodiffusion de poussière qui se situait derrière la Terre, au niveau de l'orbite de Mars et jusqu'à la ceinture d'astéroïdes. Donc, en fait, la lumière qui vient du Soleil, alors la lumière zodiacale, en fait, c'est la lumière qui est réfléchie par les poussières qui sont autour du Soleil, hein. Et le Gegenschein, donc, c'est la lumière qui est réfléchie ici derrière et qui revient vers la Terre. Donc, c'est ce qu'on appelle une rétrodiffusion. Alors, il y a des mesures qui ont été faites également dans d'autres directions que l'écliptique, hein. On a notamment fait des mesures dans la direction du pôle céleste et du pôle de l'écliptique. Et elles ont permis de constater qu'il y avait une variation de la brillance zodiacale en fonction des saisons. C'est-à-dire que c'était plus ou moins brillant, donc ça veut dire que c'est plus ou moins épais, grosso modo. Et de tout ça, avec des modèles mathématiques, on en a conclu que
le nuage zodiacal, en fait, il n'est pas tout à fait dans le plan de l'écliptique. Il est incliné légèrement, de l'ordre de 2 degrés, moins de 3 degrés, c'est sûr. A priori, 1,5 à 2 degrés. Alors ça, c'est attribué à des interactions gravitationnelles hein, avec les planètes. C'est un peu la marge des planètes. Elles sont jamais sur les. Oui, 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 oui. Alors, on a également des inhomogénéités radiales, c'est-à-dire que dans le nuage, il y a des zones plus denses, d'autres moins denses. Et en particulier, ça c'est dû à la présence d'essaims météoritiques, de matières qui ont été laissées par des queues de comètes, hein, au passage de celles-ci à proximité du Soleil. La densité du nuage zodiacal, ça c'est intéressant aussi. C'est une particule toutes les 10 km en moyenne. C'est très peu dense, en réalité. Mais avec l'albédo de ces particules, ça suffit à créer la lumière zodiacale que nous, on voit sur Terre. Formidable, hein? On estime que l'albédo est à peu près équivalent à celui de la Lune, hein, aux alentours de 14-15%. Alors, par contre, la distribution exacte de ce qu'on appelle des IDP, hein, pour Interplanetary Dust Particles, ça reste pour l'instant, alors pour l'instant, oui et non, parce que les études récentes nous donnent déjà une meilleure vision, mais jusqu'à présent, ça restait un mystère, en particulier à cause de l'incapacité technique qu'on avait à faire des sondages in situ. C'est-à-dire que, en gros, même si on envoyait des sondes dans le nuage, le problème de la taille des détecteurs, une particule toutes les 10 km, la sonde, elle doit se balader avant d'en récupérer des particules. Hein. Donc, du coup, on avait du mal à avoir une idée véritablement à cause de ce problème de sondage. Alors, c'est peut-être plus un mystère, comme je viens de le dire. On va en reparler à la fin. Il y a quelques nouvelles données là, de l'an passé, de 2021, qui sont assez intéressantes sur la question. Alors, je vais quand même, je ne vais pas rentrer dans le détail des études qui existent, mais je vais quand même vous parler d'une étude qui, à mon avis, a un intérêt extrêmement important. Elle s'appelle, alors c'est la thèse d'un astronome qui s'appelle Brian Harold May, qui s'appelle A Survey of Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud. Donc, ça a été passé en 2007, cette thèse. Et cette thèse, qui est là, elle nous apprend un truc qui est extrêmement important, c'est que le nuage zodiacal tourne dans le même sens que celui des planètes. Bon, vous avez bien compris que c'est pas d'une puissance phénoménale. Ce qui est par contre plus rigolo, c'est pour ça que je vous l'ai mise, c'est que en fait c'est lui qui a fait ça. Et lui, c'est lui. C'est le guitariste du groupe Queen. Sérieux? Oui. Donc Brian May, le guitariste du groupe Queen, est astrophysicien. Ça, je, Oui, bien ça, sûr. je savais, mais je me demandais si c'était réel. Ah non, c'est pas une connerie, oui, bien sûr. Hein, le preuve. Et donc, son travail de thèse portait sur le nuage zodiacal. C'est quand même assez rigolo. Alors, juste comme ça, hein, les particules, elles réfléchissent la lumière du soleil, mais elles en absorbent aussi. Et elles vont la réémettre. Elles vont la réémettre, pas dans le visible, elles vont la réémettre dans l'infrarouge. Et depuis qu'on a lancé des télescopes infrarouges en orbite, notamment le télescope IRAS à partir de 84, ensuite il y a eu Kobe, etc. Mais on s'est rendu compte sur les images qu'on faisait du plan galactique, eh ben, on avait ça, ça et ça. Et ça, en fait, c'est l'émission du nuage zodiacal. Donc, il émet entre 10 et 100 micromètres, avec une moyenne à 60 micromètres. Donc là, ici en bas, on a l'intensité de l'émission à différentes longueurs d'onde. Hein. On voit bien qu'on le retrouve quand même sur une gamme de longueurs d'onde relativement large. Donc ça, c'est un peu gênant, un peu pénible. Et donc, du coup, quand les astronomes utilisent les données pour explorer le plan galactique en infrarouge, en fait, ils font une soustraction hein, du signal du nuage zodiacal. Alors, d'où elle vient cette matière? C'est bien beau de savoir qu'il y a de la matière qui tourne autour du Soleil, c'est super, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est sa nature? Alors ça, c'est pareil, il y a encore beaucoup de conjectures, simplement parce qu'on ne peut pas aller sonder. Donc il y a eu des études polarimétriques, bon, comme je vous expliqué tout à l'heure, mais grosso modo, ça restait quand même relativement flou. Alors, on pense que d'une part, ce qui alimente le nuage zodiacal, c'est la matière qui vient des queues cométaires. Quand les comètes passent à proximité du Soleil, hein, on a une volatilisation, on a une sublimation, et donc on va avoir de la matière qui s'échappe des queues cométaires. On pense qu'une autre partie vient également des éjectats suite à des collisions entre astéroïdes.
Alors là, il y a pas mal d'études qui ont été faites et qui montrent qu'effectivement, la taille des grains, etc., pourrait corroborer l'hypothèse de particules issues de collisions entre astéroïdes. Alors, est-ce qu'il y a des particules qui peuvent venir de au-delà de Jupiter? C'est pas impossible, notamment en périphérie du nuage zodiacal. Est-ce qu'il y a des particules qui pourraient venir du milieu interstellaire? C'est pas impossible non plus. Mais a priori, c'est quand même d'origine système solaire. Mais il y a dans les grains, est-ce qu'on retrouve des combres ou est-ce qu'on ne retrouve pas de combres? Ouais, alors là, je suis pas rentré dans. Parce que si c'est Non, des pas rentrer combres, dans c'est le les restes qu'on a traités de. Oui, Si c'est pas des combres, c'est effectivement des restes de percussions d'astéroïdes dans Ouais. quelques kilomètres. Alors, Comme ça. euh, De toute façon, dans les matières cométaires, en général, le meilleur modèle, c'est la combine carbonée. oui, Donc, si c'est des combres carbonés, on sait que c'est une origine cométaire, a priori. Si c'est des combres pas carbonés avec pas mal de fer, donc sur la coque, on sait que c'est Bah. probablement des résidus de formation du système solaire, sachant que le système solaire proche, plus on s'approche du Soleil, plus il y a du lourd. oui. Donc, tu vois, ce qui est un peu bizarre là-dedans. Ce qui est un peu bizarre là-dedans, c'est qu'on pas mal de silicates, alors que les silicates, ça commence, on va dire, quelque part autour de l'hélice. Donc on en trouve dans la concentration, là, il y a une particule tous les 10 km, donc c'est pas loin de la Terre, soit. Mais si on trouve des silicates à proximité du Soleil sur la partie la plus proximale par rapport au Soleil, là c'est un peu curieux. Ouais. Il y a un truc que je comprends pas bien, moi. Le soleil, la planète se conformer lorsque le soleil est entre les étoiles, donc il y a eu de la matière. Le soleil n'a pas d'hydrogène et le reste, c'est. Bah, il a satellisé le reste. Bon, donc il y a bien de la poussière de ce résidu. Bah oui, et c'est les résidus de. Alors, Pourquoi chercher des formés kilomètres par les. Il y a de la poussière de En fait, oui et non. Alors, je termine et je vais vous expliquer après parce que cette poussière, elle reste pas en fait. Elle reste pas. Soit elle est éjectée, soit elle est précipitée. Soit elle est accrétée. Alors, je concentre à un endroit, parce que dans l'espace, il y a des endroits d'équilibre entre les attractions. Et cette matière-là, enfin, je sais pas, on appelle ça matière, va se concentrer aux endroits où point d'équilibre. Ouais, alors notamment, on suppose qu'il y a une concentration de matière au point L4 de la Terre qui tournerait dans le nuage zodiacal avec la Terre. Ouais. Donc, oui, oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure avec les inhomogénéités locales. Hein. Il y a effectivement une influence de ce qui tourne autour du Soleil et qui a de la gravité. Alors, ce nuage zodiacal, en fait, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Philippe, effectivement, la composition d'un dôme mouvement de ce qu'on en connaît, elle est extrêmement variée. En fait. Il y a certainement une contribution, notamment du grand bombardement tardif, avec des origines convectives, parce qu'on retrouve des combres quand même. Les combres, c'est le surnageant d'une interstellaire. Ouais, c'est ça. Maintenant, s'il y a une concentration de silicates importante, là, le bombardement météorique tardif, pourquoi pas? Parce que les silicates, ils ont été envoyés donc des planètes telluriques envoyées si la Terre entre Mars et la ceinture d'astéroïdes. Ouais. Alors, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas aller sonder, encore une fois. Tout ce qu'on peut faire, c'est récupérer des particules dans la haute atmosphère, et c'est ce qu'on fait. Hein. D'ailleurs, puisque toutes ces images de petites poussières, là, de petits grains que vous voyez, ça, c'est des grains qui sont récupérés dans la stratosphère terrestre. Donc, ça donne une petite idée de ce que ça pourrait être. Mais alors, tout ça, c'est des silicates. Hein. Tout ça, c'est cométaire. Hein. Ouais. Bah, les silicates, non, il n'y a pas que des silicates. Mais dans les astéroïdes. Donc, c'est cométaire astéroïdal. L'hypothèse de bombardement météorique tardif, c'est la partie silicatée, c'est ça. Oui. Parce qu'en plus de ça, les comètes, la méthode des comètes, c'est en général pas grand-chose. Les comètes, c'est très bizarre. Ouais. Ça serait pas visible une particule pour une kilomètre. Donc, enfin, il y a encore beaucoup d'interrogations et de certitudes sur la composition et l'origine de ces particules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la taille des particules de ce nuage, elle est relativement variable. Alors, selon les définitions de l'Union astronomique internationale, il y a ce qu'on appelle des météoroïdes qui mesurent entre 30 micromètres et 1 mètre de diamètre. Voilà, je l'ai fait à l'anglaise. Au-delà d'1 mètre, on appelle ça un astéroïde. Et en deçà de 30 micromètres, alors il y a quand même une variabilité. Hein.
ça peut aller jusqu'à 50-100 micromètres. On appelle ça des IDP, Interplanetary Dust Particles. Alors, le nuage zodiacal, c'est quand même quelque chose d'assez dynamique, qui est en constante évolution. Donc, ça veut dire que bah, il se vide d'un certain côté. On va voir après par quel phénomène il se vide, mais il se remplit aussi d'un autre côté. On estime, grosso modo, qu'une particule, en moyenne, elle passe 10 000 ans dans le nuage zodiacal. C'est quand même relativement peu. Alors, ce qui se passe, c'est que les bêta-météoroïdes, donc les bêta-météoroïdes, c'est les météoroïdes de petite taille et les IDP, eux, ils vont finir par être éjectés du système solaire à cause de ce qu'on appelle la pression de radiation. La pression de radiation, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, en simplifiant les choses, vous avez de la matière, elle est percutée par les photons en provenance du Soleil. Les photons, c'est le vent solaire. Alors, le vent solaire, c'est aussi un vent de particules, mais là, on parle plutôt des photons. Pression de radiation. Et donc, ces photons, bah, à force de taper, ils repoussent. Donc, sur des particules de petite taille, cet effet de pression de radiation qu'on retrouve également au sein des étoiles. Les étoiles, elles sont en équilibre entre leur gravité et leur pression de radiation, en équilibre hydrostatique. Donc cette pression de radiation, les plus petites particules, elle va finir par les repousser, les éjecter du système solaire. Donc les toutes petites particules, avec la pression de radiation, elles ne peuvent pas rester dans le nuage zodiacal, c'est pas possible. Donc ce qui veut dire que s'il y en a qui restent, bah, elles viennent bien de quelque part. De toute façon. L'autre, ce qui explique également la disparition de matière dans le nuage zodiacal, ben, c'est simplement que ces particules, elles vont finir, pour les plus grosses, soit par finir par tomber sur le Soleil, soit par tomber sur les planètes. Et quand elles tombent sur les planètes, ça vous donne des étoiles filantes. Pour la Terre, par exemple, on estime à peu près à 40 000 kg par an la quantité de matière qui nous tombe dessus. Non. Ah, pardon, c'est par an. C'est une erreur. C'est par an. Donc, la Terre et le Soleil vont quand même capter les plus grosses particules. Alors, comment ça se passe, ça? Parce que elles ont une vitesse. Alors, vous savez que quand un objet a une vitesse et qu'il tourne autour du Soleil, normalement, son orbite doit être stable. Alors, pourquoi ces particules finissent par venir tomber sur le Soleil? Eh bien, elles tombent sur le Soleil à cause d'un effet physique qui s'appelle, alors j'adore ce nom, qui s'appelle l'effet Poynting-Robertson. Alors, pour vous expliquer ce que c'est que l'effet Poynting-Robertson, relativement simplement, je vais prendre une image, une analogie. En gros, c'est une force qui freine les particules, qui leur fait perdre de la vitesse du moment angulaire. Et du coup, comme elles perdent de la vitesse, bah, elles se rapprochent progressivement du Soleil et elles vont avoir une orbite en collimation, comme ça, sphérique, qui va finir par les amener à venir se cramer sur le Soleil. Okay. Alors, qu'est-ce qui les freine? Eh ben, ce qui les freine, en fait, c'est un petit peu le même phénomène que ce qu'on a quand la pluie tombe et qu'on roule dans une voiture. Si vous êtes à l'arrêt dans une bagnole et que la pluie tombe droite, la pluie tombe verticalement. D'accord? Par contre, quand vous roulez à une certaine vitesse, la direction de la pluie, elle s'incline. Et vous prenez la pluie de face. Okay. Et bien, avec la lumière, c'est pareil. Quand une particule se déplace et qu'elle prend un rayonnement qui vient de côté, il y a un phénomène qu'on appelle l'aberration de la lumière, qui fait que la direction apparente de l'arrivée de la lumière va devenir un petit peu plus aiguë, comme ça. Okay. Et donc, du coup, eh ben, la particule se prend la lumière de côté. Et lorsqu'elle réémet cette lumière, en fait, elle réémet plus à l'avant qu'à l'arrière. Et donc, il y a un effet de freinage qui s'instaure progressivement et qui fait que la particule, tout doucement, hop, elle chute vers le Soleil. Ça, c'est l'effet Poynting-Robertson. C'est un des moyens d'ailleurs qu'ils vont essayer d'utiliser pour, lorsqu'il y aura un astéroïde qui va venir inquiéter la Terre, d'aller placer quelque chose de réfléchissant sur l'astéroïde pour faire en sorte qu'il s'est. Ouais. Ça, utilise plutôt la pression de radiation, mais bon, pression de radiation. Il faut quand même une surface réfléchissante très très grande,
si c'est un truc qui fait 30 km de diamètre, avant que la pression de radiation arrive à repousser, parce que la pression de radiation, elle fonctionne bien sur des trucs de faible taille et Parce de que faible masse. voyager avec cette force-là. Alors, il y a une masse Voyager critique, avec hein, la je masse. ne l'ai plus en tête. Je sais pas, Jean-Marie, tu as peut-être un ordre d'idée. Il y a une masse critique qui fait que, au-dessus d'une certaine masse, la pression de radiation ne peut plus éjecter. Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. C'est- Donc, c'est pas un bon système, à mon sens. Alors, on a et je vais terminer là-dessus, on a des études relativement récentes qui sont assez intéressantes, ma foi, et qui mettent en évidence une origine peut-être un petit peu plus particulière de la matière du nuage zodiaque. Alors, cette étude-là, elle est assez sympathique. Donc, ça s'appelle Distribution of Interplanetary Dust Detected by the Juno Spacecraft and its Contribution to the Zodiacal Light. Juno, c'est la sonde Juno, hein, qui est partie vers Jupiter. Alors, cet article, il vient d'un exemple absolument formidable de ce qu'on appelle la sérendipité. Vous connaissez? Non. Pas du tout. La sérendipité, c'est des découvertes scientifiques qui sont faites totalement par hasard. Exemple, la pénicilline. La pénicilline a été découverte complètement par hasard. Et bien là, on s'est rendu compte que au cours du voyage de Juno vers Jupiter, les panneaux solaires de Juno se prenaient des poussières. Et les poussières qui arrivaient sur les panneaux solaires étaient captées par la caméra de Juno. Donc on est allé regarder un petit peu ce que ça faisait. Alors ça, je vais y revenir après. Et donc, on a une indication du nombre d'impacts relatifs en fonction de la distance à la Terre dans le plan de l'écliptique et en dehors du plan de l'écliptique. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, on est aux alentours de la Terre, là, il n'y a pas de données. Puis ici, on arrive derrière, grosso modo, à l'orbite de Jupiter, à l'orbite de Mars, pardon. Il n'y a pas de données ou c'est un trou? Il y a un trou de données, il n'y a pas de données Il y a des existantes. données, mais c'est pas. Il n'y a pas de données Ah, existantes. d'accord, pas de données. Donc, Voilà. ça- La sonde n'a rien enregistré pendant ces moments-là. Ah oui. Et on se rend compte qu'arrivé ici au niveau de l'orbite de Mars, elle se prend pas mal de trucs dans la tronche. C'est bizarre. On a dit qu'il y a quand même la brillance de la lumière zodiacale nous indique plutôt qu'il y aurait plutôt une densité de matière plus importante du côté du Soleil que du côté de Mars. Et là, on se rend compte que, en comparaison de ce qui se passe autour de la Terre, elle se prend quand même un sacré paquet dans la tronche, quoi, les sondes. Et donc, du coup, il y a des modèles mathématiques qui ont été faits et qui montreraient, à utiliser avec beaucoup de précaution néanmoins, qui montrerait qu'en fait, il y aurait un nuage de particules qui s'étendrait entre l'orbite de la Terre et l'orbite de Jupiter, donc centré grosso modo sur l'orbite de Mars, donc un toroïde, hein, de matière. Et alors, les gars, ils se sont dit, ok, mais elle viendrait d'où cette matière? Puis ils se sont dit, on a Mars qui voyage pile poil au milieu. Et si ça venait de Mars? Si c'était des poussières martiennes, venues des tempêtes de poussière sur Mars, là, qui en fait quittaient l'atmosphère de Mars, enfin, l'atmosphère ténue de Mars, et se retrouvaient dans cette zone. Ça a disparu. D'accord. Bon, Ça fait chier. c'est tout à fait possible. Mars, on perd de la matière. Oui, alors le problème, c'est que comment fichtre diantre les poussières de Mars font pour s'échapper de la gravité de Mars? Ce serait pas plutôt l'origine, c'est la formation du système solaire. La formation du système solaire, les planètes se sont agglomérées, il y a un terme pour ça. Voilà. Et puis, donc, ça a formé des planètes, mais il reste encore des matières Oui, mais non. qui ne se sont pas. Non, parce que on vient de voir qu'avec la pression de radiation, on fait le ménage. gravitationnellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, soit la matière tombe sur les planètes, sur le Soleil par effet Poynton-Robertson, soit elle est éliminée par la pression de radiation. Ou alors c'est tout simplement parce que la masse est négligeable, et du coup, ça accrédite. Non, parce que si la masse est négligeable, la pression de radiation l'expulse. Ouais. L'expulse. Donc, ce qui veut dire que 4 milliards et demi d'années, 4 milliards et demi d'années après la formation du système solaire, aujourd'hui, c'est pas normal qu'il y ait autant de matière à cette zone-là. Les grands volcans de Mars auraient été quand? Il y a 2 milliards d'années. 2 milliards, ouais. Bah ouais. Or, c'est pareil, hein, 2 milliards d'années, ça fait loin. Hein, quand même. Ouais, mais Donc, l'hypothèse les- principale de les ce truc-là, tempêtes sur Mars, c'est impressionnant. oui, c'est impressionnant. Donc, l'hypothèse principale, c'est que ça serait des poussières de Mars
Mais alors, comment ça se passe pour quitter la gravité Enfin, de c'est Mars? compliqué, hein. Bah, il faudrait quand même des Il y a vitesses il y a tellement d'impulsion. peu de gravité sur Mars. Il faut voir la vitesse Il faut voir la de vitesse, libération. voir la vitesse des Ah, vents. les données, elles datent de La libération sur Mars, c'est presque rien par rapport à Je la pas en Terre. tête, mais ça Alors, se un impact de météo sur la surface de Mars, ça veut déjà qu'il y a une interview. Si ça dépasse la vitesse de libération, est-ce qu'on a suffisamment pour expliquer la densité du nuage? Les données de Juno, là, elles datent de quand? Oui, ça a été. Oui, mais la question, c'est l'échappement, c'est la Bah, vitesse de libération. la vitesse de libération sur Mars, elle dans quelques kilomètres par On seconde. trouve des Oui, elle météorites peut faire martiennes plus. sur Terre. Il faudrait quand Les même deux- une belle vitesse de poussière pour qu'elle se Les monte. données, elles datent de quand? 2021. Peut-être des volcans. Ah oui, parce qu'il y a eu une grosse tempête sur Mars. 2021, mars 2021. Alors c'est pareil, c'est au moment où Juno est passé. Est-ce que ce toroïde de poussière existe tout le temps? Est-ce qu'il varie dans le temps? On n'en sait rien. C'est encore c'est très parcellaire comme données. Mais c'est suffisamment intéressant. Alors, vous allez faire un tour sur Internet, on va vous balancer, c'est la révolution, on sait d'où vient la lumière zodiacale. C'est très très parcellaire comme données. Et puis surtout, il n'y a aucune évaluation du inner solar system du système solaire interne, à l'intérieur de la Terre. Juno, elle n'est pas allée là, donc on n'en sait rien. Oui, Alors, deux dernières études qui remontent également à 2021, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Effectivement, ce sont des données qui viennent de la sonde solaire Parker, oui. PSS Parker Solar Probe, PSP, pardon. Alors, il y a deux études qui sont sorties. D'une part, une qui s'appelle Collisional Evolution of the Inner Zodiacal Cloud, et l'autre qui s'appelle Dust Directionality and an Anomalous Interplanetary Dust Population Detected by the Parker Solar Probe. Alors, ça, c'est pas mal parce que il y a quand même beaucoup de données sur la quantité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, vous pourrez aller lire les articles si vous voulez, mais il y a quand même beaucoup de données intéressantes sur la taille des particules et notamment qui corroborent malgré tout l'hypothèse d'une alimentation du nuage zodiacal par des collisions entre astéroïdes par rapport à la taille des particules qui sont générées. Donc, il y a des données très récentes. La science continue à s'intéresser à ce nuage zodiacal parce que c'est encore très très mal compris. On sait plein de choses, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. T'as les comètes qui se désintègrent. Oui, mais en fait, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que l'origine de ces poussières, c'est pas une seule origine. C'est comme l'eau dans le système solaire, c'est pas une seule origine. Mais savoir à quelle proportion, quel phénomène participe. Le truc avec les poussières de Mars, là, jusqu'à de l'année passée, c'était inconnu. Inconnu. Ils ont vidé les chiottes en cours de route, c'est ça. Donc, il y a énormément de choses très intéressantes et je vous assure que si vous baladez un petit peu, si vous faites une petite recherche, il y a un volume C'est écrasé tout ça. d'études scientifiques sur le nuage zodiacal et la lumière zodiacale absolument phénoménal. Pourquoi? Parce que ça participe à la compréhension du milieu interplanétaire du système solaire. Et donc, si ça participe à cette compréhension, ça participe aussi à nos connaissances sur la manière dont le système solaire s'est formé. Le télescope de James Webb, là, de la Terre. Restons un peu optimistes. Comment? Webb. Ouais. Tu vois tout ce qui se passe. Le télescope de James Webb, il va faire des études. Non, je suis pas sûre. Je pense pas qu'il détecte à ces longueurs d'onde-là. Ah bon? C'est dans l'infrarouge proche. Hein, ouais. Nous, on est dans l'infrarouge un peu plus lointain. C'est de l'émission thermique, hein, c'est de l'infrarouge lointain. Donc, on n'est pas tout à fait dans la gamme de fonctionnement du web. Mais alors, par contre, ce qui peut avoir un impact, c'est que du coup, toute cette poussière interplanétaire, bah, elle gêne les observations. Elle gêne notamment les observations, comme on l'a vu tout à l'heure avec IRAS et COBE, elle gêne les observations des télescopes qui fonctionnent dans l'infrarouge lointain. Parce qu'on est obligé de traiter les données pour faire une filtration du nuage zodiacal. Alors, je vais juste terminer. Pourquoi parler aujourd'hui du nuage zodiacal, de la lumière zodiacale, du Gegenschein? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a 2 mois, il y a un membre du club Uranie de Saint-Saul qui a posé une question sur le Gegenschein, pour savoir ce que c'est. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être un sujet intéressant à traiter. Et la deuxième chose, c'est que le 1er août de cette année est décédée une astronome française qui s'appelle Annie-Chantal Levasseur-Rugbou, à laquelle un hommage va être rendu le vendredi 9 décembre
la Sorbonne à Paris, là où elle travaillait. Et c'est une astronome qui a énormément travaillé et participé à la connaissance du milieu interplanétaire, des IDP, de la lumière zodiacale du nuage zodiacal. Voilà. Donc je trouvais que c'était aussi une manière de lui rendre hommage aujourd'hui, ici, à notre façon. Et ça originaire du Nord? Non, je pense pas. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.